Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 1 dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement l'un comme maître, l'autre comme domestique. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Saville Row, Burlington Gardens, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg, Esquire, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. À l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. On disait qu'il ressemblait à Byron, par la tête, car il était irréprochable quant aux pieds, mais un Byron à moustache et à favoris, un Byron impassible, qui aurait vécu 1000 ans sans vieillir. Anglais à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas londonais. On ne l'avait jamais vu ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun des comptoirs de la cité. Ni les bassins ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Son nom n'avait jamais retenti dans un collège d'avocats, ni au Temple, ni à Lincoln's Inn, ni à Gray's Inn. Jamais il ne plaida ni à la cour du chancelier, ni au banc de la reine, ni à l'échiquier, ni en cour ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait partie ni de l'institution royale de la Grande-Bretagne, ni de l'institution de Londres, ni de l'institution des artisans, ni de l'institution Russell, ni de l'institution littéraire de l'Ouest, ni de l'institution du droit, ni de cette institution des arts et des sciences réunies, qui est placée sous le patronage direct de sa gracieuse majesté. Il n'appartenait enfin à aucune des nombreuses sociétés qui pullulent dans la capitale de l'Angleterre, depuis la société de l'harmonica jusqu'à la société entomologique, fondée principalement dans le but de détruire les insectes nuisibles. Phileas Fogg était membre du Reform Club, et voilà tout. À qui s'étonnerait de ce qu'un gentleman aussi mystérieux comptât parmi les membres de cette honorable association, on répondra qu'il passa sur la recommandation de messieurs Baring frères, chez lesquels il avait un crédit ouvert. De là une certaine surface, due à ce que ses chèques étaient régulièrement payés à vue par le débit de son compte courant invariablement créditeur. Ce Phileas Fogg était-il riche? Incontestablement. Mais comment il avait fait fortune, c'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire, et Monsieur Fogg était le dernier auquel il convint de s'adresser pour l'apprendre. En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non avare, car partout où il manquait à un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait silencieusement et même anonymement. En somme, rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait aussi peu que possible, et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Cependant, sa vie était à jour, mais ce qu'il faisait était systématiquement toujours la même chose que l'imagination, mécontente, cherchait au-delà. Avait-il voyagé? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était endroit si reculé dont il ne parût avoir une connaissance spéciale. Quelquefois, mais en peu de mots, brefs et clairs, il redressait les 1000 propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus ou égarés. Il indiquait les vraies probabilités, et ses paroles s'étaient trouvées souvent, comme inspirées par une seconde vue, tant l'événement finissait toujours par les justifier. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Ce qui était certain toutefois, c'est que depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Ceux qui avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient que, si ce n'est sur ce chemin direct qu'il parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club, personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs. Son seul passe-temps était de lire les journaux et de jouer au whist.
À ce jeu du silence, si bien approprié à sa nature, il gagnait souvent, mais ses gains n'entraient jamais dans sa bourse et figuraient pour une somme importante à son budget de charité. D'ailleurs, il faut le remarquer, Mr. Fogg jouait évidemment pour jouer, non pour gagner. Le jeu était pour lui un combat, une lutte contre une difficulté, mais une lutte sans mouvement, sans déplacement, sans fatigue, et cela allait à son caractère. On ne connaissait à Phileas Fogg ni femme ni enfant, ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes, ni parents ni amis, ce qui est plus rare en vérité. Phileas Fogg vivait seul dans sa maison de Saville Row, où personne ne pénétrait. De son intérieur, jamais il n'était question. Un seul domestique suffisait à le servir. Déjeunant, dînant au club à des heures chronométriquement déterminées, dans la même salle, à la même table, ne traitant point ses collègues, n'invitant aucun étranger, il ne rentrait chez lui que pour se coucher à minuit précis, sans jamais user de ces chambres confortables que le Reform Club tient à la disposition des membres du cercle. Sur 24 heures, il en passait 10 à son domicile, soit qu'il dormît, soit qu'il s'occupât de sa toilette. S'il se promenait, c'était invariablement d'un pas égal dans la salle d'entrée parquetée en marqueterie ou sur la galerie circulaire au-dessus de laquelle s'arrondit un dôme à vitraux bleus que supportent 20 colonnes ioniques en porphyre rouge. S'il dînait ou déjeunait, c'étaient les cuisines, le garde-manger, l'office, la poissonnerie, la laiterie du club, qui fournissaient à sa table leurs succulentes réserves. C'étaient les domestiques du club, graves personnages en habits noirs, chaussés de souliers à semelles de molleton, qui le servaient dans une porcelaine spéciale et sur un admirable linge en toile de Saxe. C'étaient les cristaux à moules perdus du club, qui contenaient son sherry, son porto, ou son claret mélangé de cannelle, de capillaire et de cinnamome. C'était enfin la glace du club, glace venue à grands frais des lacs d'Amérique, qui entretenait ses boissons dans un satisfaisant état de fraîcheur. Si vivre dans ces conditions, c'est être un excentrique, il faut convenir que l'excentricité a du bon. La maison de Saville Row, sans être somptueuse, se recommandait par un extrême confort. D'ailleurs, avec les habitudes invariables du locataire, le service s'y réduisait à peu. Toutefois, Phileas Fogg exigeait de son unique domestique une ponctualité, une régularité extraordinaires. Ce jour-là même, 2 octobre, Phileas Fogg avait donné son congé à James Forster, ce garçon s'étant rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86, et il attendait son successeur, qui devait se présenter entre 11 heures et 11h30. Phileas Fogg, carrément assis dans son fauteuil, les 2 pieds rapprochés comme ceux d'un soldat à la parade, les mains appuyées sur les genoux, le corps droit, la tête haute, regardait marcher l'aiguille de la pendule, appareil compliqué qui indiquait les heures, les minutes, les secondes, les jours, les quantièmes et l'année. À 11h30 sonnant, Mr. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la maison et se rendre au Reform Club. En ce moment, on frappa à la porte du petit salon dans lequel se tenait Phileas Fogg. James Forster, le congédié, apparut. Le nouveau domestique, dit-il. Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra et salua. Vous êtes français, et vous vous nommez John, lui demanda Phileas Fogg. Jean, n'en déplaise à monsieur, répondit le nouveau venu. Jean Passepartout, un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chanteur ambulant, écuyer dans un cirque, faisant de la voltige comme Léotard, et dansant sur la corde comme Blondin. Puis je suis devenu professeur de gymnastique, afin de rendre mes talents plus utiles. Et en dernier lieu, j'étais sergent de pompiers, à Paris. J'ai même dans mon dossier des incendies remarquables. Mais voilà 5 ans que j'ai quitté la France, et que, voulant goûter de la vie de famille, je suis valet de chambre en Angleterre.
Or, me trouvant sans place, et ayant appris que Mr. Phileas Fogg était l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, je me suis présenté chez monsieur, avec l'espérance d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passepartout. Passepartout me convient, répondit le gentleman. Vous m'êtes recommandé. J'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h22, répondit Passepartout, en tirant des profondeurs de son gousset une énorme montre d'argent. Vous retardez, dit Mr. Fogg. Que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous retardez de 4 minutes. N'importe. Il suffit de constater l'écart. Donc, à partir de ce moment, 11h29 du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Cela dit, Phileas Fogg se leva, prit son chapeau de la main gauche, le plaça sur sa tête avec un mouvement d'automate, et disparut sans ajouter une parole. Passepartout entendit la porte de la rue se fermer une première fois. C'était son nouveau maître qui sortait. Puis une seconde fois. C'était son prédécesseur, James Forster, qui s'en allait à son tour. Passepartout demeura seul dans la maison de Saville Row. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 2, où Passepartout est convaincu qu'il a enfin trouvé son idéal. Sur ma foi, se dit Passepartout, un peu ahuri tout d'abord, j'ai connu chez madame Tussaud des bonshommes aussi vivants que mon nouveau maître. Il convient de dire ici que les bonshommes de madame Tussaud sont des figures de cire, fort visitées à Londres, et auxquelles il ne manque vraiment que la parole. Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir 40 ans, de figure noble et belle, haut de taille, qui ne déparait pas un léger embonpoint, blond de cheveux et de favoris, front uni sans apparence de rides aux tempes, figure plutôt pâle que colorée, dents magnifiques. Il paraissait posséder au plus haut degré ce que les physionomistes appellent le repos dans l'action, faculté commune à tous ceux qui font plus de besogne que de bruit. Calme, flegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, c'était le type achevé de ces Anglais à sang-froid qui se rencontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni et dont Angelica Kauffmann a merveilleusement rendu sous son pinceau l'attitude un peu académique. Vu dans les divers actes de son existence, ce gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement pondéré, aussi parfait qu'un chronomètre de Leroy ou de Earnshaw. C'est qu'en effet Phileas Fogg était l'exactitude personnifiée, ce qui se voyait clairement à l'expression de ses pieds et de ses mains, car chez l'homme, aussi bien que chez les animaux, les membres eux-mêmes sont des organes expressifs des passions. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Il ne perdait pas un regard au plafond. Il ne se permettait aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Toutefois, on comprendra qu'il vécut seul et pour ainsi dire en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements, et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne. Quant à Jean, dit Passepartout, un vrai Parisien de Paris, depuis 5 ans qu'il habitait l'Angleterre et y faisait à Londres le métier de valet de chambre, il avait cherché vainement un maître auquel il pût s'attacher. Passepartout n'était point un de ces frontins ou mascarilles qui, les épaules hautes, le nez au vent, le regard assuré, l'œil sec, ne sont que d'impudents drôles. Non, Passepartout était un brave garçon, de physionomie aimable, aux lèvres un peu saillantes, toujours prête à goûter ou à caresser, un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime à voir sur les épaules d'un ami,
Il avait les yeux bleus, le teint animé, la figure assez grasse pour qu'il pût lui-même voir les pommettes de ses joues, la poitrine large, la taille forte, une musculature vigoureuse, et il possédait une force herculéenne que les exercices de sa jeunesse avaient admirablement développée. Ses cheveux bruns étaient un peu rageurs. Si les sculpteurs de l'Antiquité connaissaient 18 façons d'arranger la chevelure de Minerve, Passepartout n'en connaissait qu'une pour disposer la sienne. 3 coups de démêloir, et il était coiffé. De dire si le caractère expansif de ce garçon s'accorderait avec celui de Phileas Fogg, c'est ce que la prudence la plus élémentaire ne permet pas. Passepartout serait-il ce domestique foncièrement exact qu'il fallait à son maître? On ne le verrait qu'à l'user. Après avoir eu, on le sait, une jeunesse assez vagabonde, il aspirait au repos. Ayant entendu vanter le méthodisme anglais et la froideur proverbiale des gentlemen, il vint chercher fortune en Angleterre, mais jusqu'alors le sort l'avait mal servi. Il n'avait pu prendre racine nulle part. Il avait fait 10 maisons, dans toutes on était fantasque, inégal, coureur d'aventure ou coureur de pays, ce qui ne pouvait plus convenir à Passepartout. Son dernier maître, le jeune lord Longsferry, membre du Parlement, après avoir passé ses nuits dans les Oysters Rooms d'Haymarket, rentrait trop souvent au logis sur les épaules des policemen. Passepartout, voulant avant tout pouvoir respecter son maître, risqua quelques respectueuses observations qui furent mal reçues, et il rompit. Il apprit sur les entrefaites que Phileas Fogg, Esquire, cherchait un domestique. Il prit des renseignements sur ce gentleman, un personnage dont l'existence était si régulière, qui ne découchait pas, qui ne voyageait pas, qui ne s'absentait jamais, pas même un jour, ne pouvait que lui convenir. Il se présenta et fut admis dans les circonstances que l'on sait. Passepartout, 11h30 étant sonnées, se trouvait donc seul dans la maison de Saville Row. Aussitôt il en commença l'inspection. Il la parcourut de la cave au grenier. Cette maison propre, rangée, sévère, puritaine, bien organisée pour le service, lui plut. Elle lui fit l'effet d'une belle coquille de colimaçon, mais d'une coquille éclairée et chauffée au gaz, car l'hydrogène carburé y suffisait à tous les besoins de lumière et de chaleur. Passepartout trouva sans peine au second étage la chambre qui lui était destinée. Elle lui convint. Des timbres électriques et des tuyaux acoustiques la mettaient en communication avec les appartements de l'entresol et du premier étage. Sur la cheminée, une pendule électrique correspondait avec la pendule de la chambre à coucher de Phileas Fogg, et les 2 appareils battaient au même instant, la même seconde. « Cela me va, se dit Passepartout. Il remarqua aussi, dans sa chambre, une notice affichée au-dessus de la pendule. C'était le programme du service quotidien. Il comprenait depuis 8 heures du matin, heure réglementaire à laquelle se levait Phileas Fogg, jusqu'à 11h30, heure à laquelle il quittait sa maison pour aller déjeuner au Reform Club. Tous les détails du service, le thé et les rôtis de 8h23, l'eau pour la barbe de 9h37, la coiffure de 10h moins 20, etc. Puis de 11h30 du matin à minuit, heure à laquelle se couchait le méthodique gentleman, tout était noté, prévu, régularisé. Passepartout se fit une joie de méditer ce programme et d'en graver les divers articles dans son esprit. Quant à la garde-robe de monsieur, elle était fort bien montée et merveilleusement comprise. Chaque pantalon, habit ou gilet portait un numéro d'ordre reproduit sur un registre d'entrée et de sortie, indiquant la date à laquelle, suivant la saison, ces vêtements devaient être tour à tour portés. Même réglementation pour les chaussures. En somme, dans cette maison de Saville Row, qui devait être le temple du désordre à l'époque de l'illustre mais dissipé Sheridan, un meublement confortable, annonçant une belle aisance. Pas de bibliothèque, pas de livres qui eussent été sans utilité pour Mr. Fogg,
puisque le Reform Club mettait à sa disposition 2 bibliothèques, l'une consacrée aux lettres, l'autre au droit et à la politique. Dans la chambre à coucher, un coffre-fort de moyenne grandeur, que sa construction défendait aussi bien de l'incendie que du vol. Point d'armes dans la maison, aucun ustensile de chasse ou de guerre. Tout y dénotait les habitudes les plus pacifiques. Après avoir examiné cette demeure en détail, Passepartout se frotta les mains, sa large figure s'épanouit, et il répéta joyeusement: « Cela me va, voilà mon affaire. Nous nous entendrons parfaitement, monsieur Fogg et moi. Un homme casanier et régulier, une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique. » Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 3. Où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Saville Row à 11h30, et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une reading sauce de premier choix, d'un roast-beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé spécialement recueilli pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45, et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h moins 20, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragés joueurs de whist. L'ingénieur Andrew Stewart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, demanda Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol ?»« Eh bien, répondit Andrew Stewart, la banque en sera pour son argent. »« J'espère au contraire, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. »« Mais on a donc le signalement du voleur ?» demanda Andrew Stewart. « D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. « Comment ce n'est pas un voleur? Cet individu qui a soustrait 55 000 livres en bank-notes, 1 375 000 francs. »« Non, répondit Gauthier Ralph. »« C'est donc un industriel ?» dit John Sullivan. « Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. » Celui qui fit cette remarque n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre.
Une liasse de bank-notes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence, et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement, et pour ainsi dire, à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres, qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur, et ne revint qu'une demi-heure après, reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de bank-notes ne revint pas, et quand la magnifique horloge, posée au-dessus du Drawing-Office, sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, des agents, des détectives, choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres, 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonnes manières, l'air distingué, avait été remarqué, qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait, pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stewart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist, Stewart devant Flanagan et Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robres, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit Andrew Stewart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. »« Allons donc, répondit Ralph, il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille ? » ?»« Je n'en sais rien, répondit Andrew Stewart. Mais après tout, la terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, « À vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le robre, mais bientôt Andrew Stewart la reprenait, disant « Comment, autrefois ?
Est-ce que la terre a diminué, par hasard? Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de Mr. Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stewart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stewart n'était pas convaincu, et la partie achevée, il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois, en 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsular Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le Mont Cenis et Brindisi, railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, Chine, paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, Japon, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, railroad, 7 jours. De New York à Londres, paquebot et railway, 9 jours. Total, 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart, qui par inattention coupa une carte maîtresse. Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. Tout compris, répondit Phileas Fogg, en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stuart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs? Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta 2 atouts, maître. Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique... »« Dans la pratique aussi, monsieur Stuart. Je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. »« Le ciel m'en préserve, s'écria Stuart, mais je parierais bien 4000 livres, 100 000 francs, qu'un tel voyage, fait dans ces conditions, est impossible. »« Très possible au contraire, répondit Mr. Fogg. »« Eh bien, faites-le donc. »« Le tour du monde en 80 jours ? » ?»« Oui. »« Je le veux bien. »« Quand ? » ?»« Tout de suite. »« C'est de la folie, s'écria Andrew Stuart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. « Tenez, jouons plutôt. »« Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a mal donne. » Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup, les posant sur la table, « Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il. Oui, je parie 4000 livres. »« Mon cher Stuart, dit Fallentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. »« Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. »« Soit, dit Mr. Fogg, puis se tournant vers ses collègues, j'ai 20 000 livres, 500 000 francs, déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. 20 000 livres s'écria John Sullivan. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre? L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai mathématiquement. C'est une plaisanterie. Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la terre en 80 jours ou moins, soit 1920 heures, ou 115 200 minutes. Acceptez-vous? Nous acceptons, répondirent messieurs Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph, après s'être entendus.
Bien, dit Mr. Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce soir même demanda Stuart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur-le-champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner, et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrait à Mr. Fogg de suspendre le whist, afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes. « Je retourne carreau, dit-il. À vous de jouer, Monsieur Stuart. » Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 4, dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À 7h50, il ouvrit la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant Mr. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Saville Row ne devait rentrer qu'à minuit précis. Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela « Passepartout ». Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui, ce n'était pas l'heure. « Passepartout », reprit Mr. Fogg, sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. « C'est la deuxième fois que je vous appelle, » dit Mr. Fogg. « Mais il n'est pas minuit, » répondit Passepartout, sa montre à la main. « Je le sais, » reprit Phileas Fogg, « et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. » Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Phileas Fogg. « Nous allons faire le tour du monde. » Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé, présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. « Le tour du monde ?» murmura-t-il. « En 80 jours, » répondit Mr. Fogg. « Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. »« Mais les malles » dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. « Pas de malles. Un sac de nuit seulement. Dedans, 2 chemises de laine, 3 paires de bas. Autant pour vous. Nous achèterons en route. Vous descendrez mon mackintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez. » Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de Mr. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise, et employant une phrase assez vulgaire de son pays. « Ah, bien, se dit-il, elle est forte celle-là, moi qui voulais rester tranquille. » Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ. Le tour du monde en 80 jours. Avait-il affaire à un fou? Non, c'était une plaisanterie. On allait à Douvres, bien. À Calais, soit. Après tout, cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis 5 ans, n'avait pas foulé le sol de la patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale. Mais certainement, un gentleman aussi ménager de ses pas s'arrêterait là. Oui, sans doute,
Mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait, qu'il se déplaçait, ce gentleman si casanier jusqu'alors. À 8 heures, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, et il rejoignit Mr. Fogg. Mr. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de Passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles bank-notes qui ont cours dans tous les pays. « Vous n'avez rien oublié ?» demanda-t-il. « Rien, monsieur. Mon mackintosh et ma couverture? Les voici. Bien, prenez ce sac. » Mr. Fogg remit le sac à Passepartout. « Et ayez-en soin, ajouta-t-il. Il y a 20 000 livres dedans. 500 000 francs. » Le sac faillit s'échapper des mains de Passepartout, comme si les 20 000 livres eussent été en or et pesaient considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voitures se trouvait à l'extrémité de Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante, tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffée d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons, s'approcha de Mr. Fogg et lui demanda l'aumône. Mr. Fogg tira de sa poche les 20 guinées qu'il venait de gagner au whist, et les présentant à la mendiante, « Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontrée. » Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humidité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. Mr. Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris. Puis se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront au retour de contrôler mon itinéraire. »« Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier Rolfe, c'est inutile. Nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, dit Mr. Fogg. »« Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stuart. »« Dans 80 jours, répondit Mr. Fogg. »« Le samedi 21 décembre 1872, à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. » À 8h40, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit, et le train se mit en marche. La nuit était noire. Il tombait une pluie fine. Phileas Fogg, à côté dans son coin, ne parlait pas. Passepartout, encore abasourdi, pressait machinalement contre lui le sac aux bank-notes. Mais le train n'avait pas dépassé Sydenham que Passepartout poussait un véritable cri de désespoir. « Qu'avez-vous » demanda Mr. Fogg. « Il y a que, dans ma précipitation, mon trouble, j'ai oublié... »« Quoi ?»« D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. »« Eh bien, mon garçon, répondit froidement Mr. Fogg, il brûle à votre compte. » Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 5, dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du Paris se répandit d'abord dans le Reform Club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle. Puis, du club, cette émotion passa aux journaux par la voie des reporters, et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée, avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama.
Les uns prirent parti pour Phileas Fogg, les autres, et ils formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir, autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec le moyen de communication actuellement en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Le Times, le Standard, l'Evening Star, le Morning Chronicle et 20 autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre M. Fogg. Seul le Daily Telegraph le soutint dans une certaine mesure. Phileas Fogg fut généralement traité de maniaque, de fou, et ses collègues du Reform Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés, mais logiques, parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte à l'Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi, n'était-il pas un lecteur, à quelque classe qu'il appartint, qui ne dévora les colonnes consacrées au cas de Phileas Fogg. Pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News eut publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reform Club. Certains gentlemen osaient dire « Hé hé, pourquoi pas après tout? On a vu des choses plus extraordinaires. » C'étaient surtout les lecteurs du Daily Telegraph. Mais on sentit bientôt que ce journal lui-même commençait à faiblir. En effet, un long article... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.